Cédric Revolon, bonjour, merci d'être avec nous pour cet entretien pour Castelet, qui est une chaîne qui s'intéresse à celles et ceux qui font vivre les arts de la marionnette. Est-ce que tu peux commencer par te présenter brièvement, s'il te plaît? Déjà, merci à vous de m'accueillir et de me faire l'honneur de pouvoir parler pendant 1 heure. Je m'appelle Cédric Revolon, donc très bien prononcé. Je suis comédien de formation, metteur en scène par la suite. La compagnie dirige un lieu qui se trouve dans le 78, qui est un lieu qui est dédié à la jeunesse, aux arts de la marionnette et à la danse jeune public. Voilà, je suis arrivé au théâtre au lycée où j'ai commencé à faire du théâtre quand j'étais adolescent et puis ça m'a plus quitté derrière. Et puis j'ai découvert les arts de la marionnette en étant comédien sur un spectacle avec la compagnie Marie Zibil. J'avais déjà fait de la marionnette avant, mais mon moment où je suis tombé en amour de la marionnette est un moment très précis. C'est un moment où je devais faire le vent. Je devais faire s'envoler un voile du visage d'une des marionnettes. Et donc j'arrivais en théâtre noir avec une canne à pêche. Et c'était mon moment préféré du spectacle, un moment suspendu dans le temps où ça durait 10 secondes et où magiquement ce voile s'envolait et qui suscitait un dans la salle. Et je me suis dit, la marionnette, c'est magique. Et puis il y a quelque chose qui est assez dingue dans la marionnette, dans toutes les opportunités qui peuvent se créer, dans toute la diversité que propose aussi la marionnette. Donc du coup, on a creusé le sillon. Et en continuant ce sillon de la marionnette, je me suis rendu compte qu'en fait, la marionnette, elle était attachée à moi depuis beaucoup plus longtemps, puisque je n'ai pas connu mon grand-père maternel, mais il était artiste peintre, et donc j'ai beaucoup vécu avec ma grand-mère paternelle, d'ailleurs, j'ai dit maternelle, mais c'est paternelle. Et mon grand-père est lyonnais, et donc avait un théâtre de marionnettes guignols aussi, en plus de son activité, et il créait ces marionnettes guignols. Et je me suis rappelé que dans mon enfance, chez ma grand-mère, je jouais beaucoup avec ces marionnettes en papier mâché, et que la marionnette n'était pas dans ma vie pour rien en termes de transgénéalogie. Donc il n'y a pas vraiment de hasard quand la marionnette rentre dans nos vies. Comme quoi les Lyonnais, ils ont une portée. On était avec Émilie Valentin il y a quelques jours. D'accord. Voilà. Elle aussi qui avait joué avec des guignols petites. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Tu viens d'où? T'es né où? C'est quoi Je suis du sud de la France, je suis né à Cagnes-sur-Mer, donc à côté de Nice. J'ai étudié au lycée, j'ai fait un bac littéraire normal. Je n'étais pas forcément un élève génial, mais j'étais un élève qui avait des facilités, donc j'étais assez paresseux et procrastinateur. Et il s'avérait que le théâtre était parfait pour moi puisque c'était en périscolaire et donc je me suis épanoui plutôt là-dedans. Donc je suis allé en art du spectacle où j'ai passé une licence et j'ai de suite travaillé en compagnie professionnelle. Donc j'ai abandonné mes études petit à petit pour travailler. Et je suis un autodidacte, j'ai été plutôt le champion des derniers tours, donc j'ai passé les grandes écoles, j'ai été premier sur liste d'attente à l'ENSAT, j'ai raté les concours, mais j'ai eu du succès dans mon parcours professionnel avec les compagnies avec lesquelles j'ai travaillé, donc j'ai de suite creusé ce sillon-là, parce que c'était le sillon dans lequel j'étais bien, dans lequel je m'épanouissais. Et puis j'ai rencontré de façon sporadique au départ la marionnette sur certains projets qui utilisaient la marionnette à certaines occasions de scène comme un outil à la mise en scène jusqu'au moment où on a décidé, nous en tant que compagnie, on a créé la compagnie, enfin j'ai créé la compagnie en 2004, Paname Pilotis. J'avais eu une précédente compagnie quand j'étais dans le sud, mais quand j'ai passé les auditions du Théâtre du Soleil, je me suis installé à Paris à l'âge de 26 ans. Et j'ai décidé de plus descendre de Paris, sinon j'allais redescendre dans ma province et ne plus en bouger, parce qu'on est bien en province aussi. Et, euh, et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de recréer une structure et de recréer des spectacles. Nous, on n'est pas une compagnie qui est spécialisée dans la marionnette au départ. On est une compagnie qui aime toutes les formes de spectacle. Et on trouve que la marionnette est un outil formidable à plein de niveaux. Mais on a eu la création de ce spectacle, Les Yeux de Taki, qui a été un spectacle marionnettique qui a été nommé au Molière en 2020 dans la catégorie jeune public. Et il se trouve que le jeune public, nous, ça nous a passionnés dans ce que ça déploie au-delà simplement d'un spectacle, mais dans la transmission et de ce que ça permet aussi de déployer et de développer avec le jeune public. C'est un théâtre de fondation, c'est un théâtre qui apprend l'humanité, c'est un théâtre qui apprend l'empathie, c'est un théâtre qui transmet aussi de la technique en atelier d'action culturelle. Et donc on a continué à travailler là-dedans et à prospérer en compagnie. Et on est une compagnie qui fonctionne en creuset. On va acquérir des compétences autour de la compagnie qu'on ramène
dans ce nid familial qui est une compagnie, puisqu'on travaille entre gens qui s'aiment. C'est important pour nous de travailler avec des gens qui se font confiance et qui n'ont pas peur de l'échec collectif aussi. Parce que pour nous, il n'y a pas d'échec, il n'y a que de l'apprentissage. Donc on échoue ensemble en répétition. Moi, c'est mes moments préférés. La représentation, c'est un autre travail. Et donc on a continué la marionnette et le jeune public parce que c'est l'endroit où on s'est senti bien, parce qu'il il coche toutes les cases pour nous du spectacle. C'est-à-dire qu'il réunit la famille, les parents. On fait du spectacle jeune public qui parle aux adultes aussi. On n'imagine pas un jeune public qui parlerait qu'aux enfants. Donc, mais l'accessibilité et la forme marionnettique qu'amène aussi, euh, en tout cas qui ouvre la porte de l'accessibilité pour le jeune public, ouvre aussi la porte de l'accessibilité aux adultes et permet d'avoir des spectacles symboliques, musicaux, non-verbaux, euh, euh, parfois plus, euh, plus nets dans leur dramaturgie. Et les adultes adorent aussi cette netteté-là parce qu'elle n'est pas excluante et elle inclut vraiment tout le monde, que ce soit le milieu du handicap, les enfants, les parents. La marionnette, elle coche quand même pas mal de cases de l'accessibilité. C'est ça aussi qu'on aime bien développer dans les formes marionnettiques, en tout cas qu'on développe dans nos spectacles. Et vous êtes à combien à peu près de dates par an vous tournez avec la compagnie en ce moment? La saison prochaine, on a une grosse tournée. On est toujours les premiers surpris. Donc Oui. on ne prend jamais rien comme acquis. On a une centaine de dates. La saison prochaine sur Just Irena. On a sur Taki, on a passé la 500e. C'est un spectacle qui tourne encore. Voilà, parce que les jeunes publics, le spectateur change à chaque fois et de nouveaux petits yeux naissent tous les ans. Donc les directeurs et directrices de lieux changent aussi. Donc il y a une vraie mobilité dans le milieu culturel qui permet aussi de tourner les spectacles longtemps. Ça a aussi une dimension écologique, un spectacle. Je trouve que créer un spectacle pour une saison ou deux saisons et le jeter à la benne, c'est quelque chose qui nous semble un peu hallucinant. Donc, avoir des spectacles un peu intemporels, universels, dans la poésie que demande aussi la marionnette, ça permet de tourner des spectacles longtemps et d'essayer de faire en sorte que ce soit des spectacles qui soient viables et moins datés, je pense, qu'un spectacle avec des êtres humains purs. Et la diffusion, pour arriver à une grosse diffusion comme ça, est-ce que tu pourrais expliquer un peu le parcours qui a amené à cette diffusion-là? Ben, on travaille avec les Derviches Diffusion. C'est vrai qu'on a commencé ensemble avec les Yeux de Taki. Ils commençaient, donc ça a été un accompagnement en parallèle. On a vraiment travaillé ensemble. Leur catalogue a évolué aussi. Mais ça date de quand, les yeux de Taki? Ça date de 2017. Et avant la compagnie, Et avant la étiez où? compagnie, on était une compagnie, on travaille vraiment dans l'artisanat, donc nous on se diffusait, on travaillait ensemble sur les spectacles qu'on a montés. On a monté plein de spectacles et pas que du jeune public, mais on tournait à une trentaine de dates par an, comme la majeure partie des compagnies. Et en diffusion, voilà, quand on a commencé à avoir un peu plus les épaules, on a aussi fait beaucoup de parcours théâtralisés où on vulgarisait certaines thématiques pour le grand public, en particulier pour les enfants, sur des thématiques écologiques, de traçabilité alimentaire, de services vétérinaires, d'urbanisme, qui nous a permis aussi d'avoir des sous dans les caisses de la compagnie pour créer nos formes artistiques derrière. Et du coup, il y a un moment donné où tu ancres une bascule, c'est ça? On ancre une bascule au moment où, en 2017, on a ce spectacle qui est très construit et où on se dit il faut qu'on soit accompagné, on se structure davantage et nous, ça nous allège à certains endroits. Mais on était déjà très structuré administrativement parlant et dans notre manière de travailler, même en diffusion, on le faisait tout seul, mais c'était assez chronophage. Et voilà, on s'est fait accompagner et on a commencé à venir au Festival d'Avignon, qui reste quand même si c'est de l'abattage et qu'il y a beaucoup de spectacles, un salon du théâtre et une belle visibilité pour les professionnels qui se déplacent en nombre sur le festival. Si un spectacle est bien accueilli, en règle générale, ça va assez vite pour que le spectacle soit connu et que les professionnels s'y intéressent. Donc c'est là que la bascule a opéré vraiment en 2017. Avant, vous étiez déjà venu à Avignon? Non. Non, c'était le premier On Avignon avait fait avec. Aurillac,
par Oui. exemple, sur un spectacle. Moi, j'avais beaucoup travaillé le masque plus jeune aussi, et puis je suis plutôt un théâtre de composition au départ, un théâtre très physique et corporel. Et notre première Avignon, c'était en 2017. Et au niveau de l'accompagnement des partenaires publics, la région, le département, On l'État, a eu l'ADAMI sur les yeux de Taki. On a commencé à être subventionné sur Justirena. mais vous avez pas d'accompagnement en tant que compagnie. Non, Vous viviez uniquement de la diffusion exactement. et des actions culturelles aussi. C'est Et ça des que tu actions disais. Oui, culturelles c'est et ça, des de projets qu'on vulgarisation. développait en actions culturelles, exactement. Et ça, est-ce que ça fait un changement, le fait de commencer à être accompagné? Comment vous le vivez au sein de la compagnie? Ça rajoute une pression, parce que dès qu'on vous donne de l'argent, vous avez quand même des comptes à rendre. C'est-à-dire que vous devez être à la hauteur c'est de l'argent public, donc vous devez être à la hauteur de cet accompagnement-là qu'on vous a offert. Après, ça amène une souplesse, ça permet de ne pas investir de ses deniers propres, donc ça permet aussi d'avoir une stabilité dans les comptes de la compagnie. Et puis, oui, ça aide, évidemment, ça aide. Après, il y a toujours des délais de dépôt de subvention et de demande de subvention, et les sous arrivent en règle générale après l'investissement que vous avez dû faire. Mais oui, ça aide beaucoup à être accompagné, à avoir un scénographe. Nous, on paye tout le monde dès leur premier jour de travail. Il n'y a jamais un moment où on va employer quelqu'un sans qu'il soit payé. On le faisait, nous, quand on était le petit groupuscule de départ, où on avait souvent des 3 semaines de répétition ensemble, où on n'était pas payé, on se payait quand on pouvait. Et, euh, et à partir du moment où la compagnie a été plus structurée avec de la diffusion et avec un spectacle, tous les gens qui ont été euh, partie prenante des spectacles qu'on accompagnait étaient payés dès leur premier jour de travail, dès la conception des projets. Et quand tu dis une pression et de l'argent public, est-ce que tu peux développer un peu ça pour toi? C'est quoi la contrepartie que tu rends au public qui te fait confiance? Quand on est artisan et quand on travaille sur ses deniers propres, on a, je trouve, une espèce de liberté. Ça ne veut pas dire que sur les choix artistiques et esthétiques qu'on fait, on n'est pas tout aussi exigeant, mais s'il y a une plantade, c'est nous avec nous. S'il y a une plantade, quand vous êtes aidé par les subventions publiques, euh, la vie du spectacle derrière impacte l'argent qu'on a misé. Et je ne dis pas que c'est les partenaires publics qui mettent cette pression-là. C'est moi déjà en tant que metteur en scène qui me la mets tout seul, parce que je suis un gros angoissé. Donc je me mets la pression pour plein de choses. Mais voilà, c'est important d'être à l'honneur de cet argent qui vous a été confié pour que vous ayez un spectacle qui soit accueilli, déployé, vu. euh, et voilà, ça n'est pas tangible, ça n'est pas réel comme angoisse, mais comme toutes les angoisses, c'est des projections qui sont faites par le cerveau des gens et dont le cerveau ne peut répondre qu'avec une seule réponse, c'est l'angoisse. Est-ce que tu as un lien avec ce qu'on appelle le réseau marionnette ou le monde de la marionnette en général? De plus en plus, oui. On a commencé à rencontrer. Alors moi, j'ai mes amis de la compagnie Marie Zibil avec lesquels j'ai travaillé en tant que comédien sur plusieurs projets. En gros, il y avait le loup qui voulait être à mouton, Grace, la femme à tête de mule, avec Cyril Louge, mon ami metteur en scène. C'est des projets qui m'ont vraiment beaucoup enthousiasmé en tant qu'acteur. Puis parce que c'est une compagnie qui travaille très bien et que Cyril a une façon d'aborder la marionnette que j'adore dans son écriture, dans son travail, dans, dans ses choix aussi de thématiques. Et là, depuis qu'on a ce lieu en direction artistique, oui, on a beaucoup plus de possibilités de discuter avec le monde de la marionnette, mais je trouve que dans le monde de la marionnette, on est tous très isolés et très seuls. Et, euh, et comme dans tout le milieu du spectacle vivant, on est souvent très jugeant aussi sur le travail des autres. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend dans le milieu de l'accessibilité, puisque la compagnie dirige artistiquement un lieu qui est dédié au handicap. Et Qui est situé où? qui est situé à Plaisir dans les Yvelines, qui s'appelle le Théâtre Eurydice. Et la vision du milieu ordinaire sur le milieu du handicap aussi est une vision qui est... Enfin, le milieu ordinaire, dans sa vision du théâtre, je trouve en règle générale, a une vision très performative
C'est-à-dire qu'il faut absolument faire un truc parfait, merveilleux, magnifique, qui touche, qui meuve, voilà, il faut être là. Alors que parfois, il y a d'autres visions des choses qu'on peut avoir. On peut faire un travail de qualité en étant d'un endroit un peu à part. Et le milieu du handicap amène ça. C'est-à-dire que c'est à nous, milieu ordinaire, de changer notre regard sur l'aspect performatif du théâtre et de se dire qu'on a la possibilité aussi d'ouvrir d'autres portes qui ne sont pas celles dont on vient. Et pour le milieu ordinaire, c'est très difficile de tordre sa manière de penser. Ça vient de plus en plus, parce que plus il y a de propositions du milieu du handicap sur scène, plus notre regard s'habitue aussi à ça. Ce qui n'existe pas sur scène n'existe pas dans la société. Nous, on est aussi les représentants de ce qui existe politiquement dans la société, humainement, dans la diversité que l'humanité propose aussi. Et je trouve que souvent, dans le milieu de la marionnette, on a une idée dans euh, le cercle de la marionnette ou dans l'histoire de la marionnette, de ce que devrait être un objet marionnettique, alors que je pense qu'il a une pluralité, l'objet marionnettique, et qu'il a plein de potentialités. Et nous, on travaille sur des formes très hybrides, parce que moi, je viens du théâtre à la base, et que je trouve que la marionnette sert aussi un propos théâtral, un propos narratif, un propos de dramaturgie. C'est important pour moi de raconter des histoires. C'est important pour moi d'attraper les gens et de les amener quelque part sans forcément les abandonner en milieu de spectacle. C'est important pour moi que des gens sortent d'un spectacle en se disant qu'il a compris ce dont on lui parlait, comprendre du latin, comprendre des ré, prendre avec soi, qui partent avec quelque chose qu'on lui a offert et dont maintenant il est partie prenante et dont il fait partie aussi d'une certaine manière, sans être laissé sur le côté. Et c'est très bien. J'adore les formes ovniesques, j'adore euh, les, les formes étonnantes, mais j'adore surtout les formes accessibles. J'aime que le spectateur ne soit pas laissé sur le côté de ce qu'on lui propose. Et, euh, et voilà, dans le milieu de la marionnette, parfois, je peux sentir que des gens, en tout cas sur certaines formes de travail, puis se dire oh ben non, ça c'est pas marionnettique ou ça c'est marionnettique, alors que je pense que la marionnette a aussi plein de possibilités à proposer et que parfois ce qui n'est pas marionnettique peut être très marionnettique si on sait le regarder d'une certaine manière. C'est mon avis, mais je ne dis pas qu'il est juste ou que j'ai l'apanage du bon goût et du savoir. Moi aussi, j'apprends. Hein. Et du coup, ton lieu dont tu as parlé, vous le dirigez, la compagnie, depuis quand? Depuis 2 ans et demi, on a eu une convention de 3 ans. On est une compagnie qui accompagne ce lieu. Vous n'avez pas fusionné. Vous êtes une compagnie et le lieu qui sont... Il y a le lieu et notre compagnie qui est en direction artistique et qui accompagne en programmation ce lieu. C'est un lieu qui est dédié à la création, théâtrale, marionnette et danse. Jeune public, et c'est un lieu qui est dédié au handicap. Et la jeunesse et le handicap sont j'aime pas l'appeler comme ça, mais des cibles en termes d'axes qui sont très intéressantes à mélanger. Très intéressantes à mélanger parce que c'est des publics c'est des publics fragiles dont on doit prendre soin. C'est pas pour rien qu'on parle de psychiatrie, de pédiatrie. C'est des gens dont on doit prendre soin. C'est comme la gériatrie. Très souvent, quand on a des gens qui viennent aussi d'EHPAD, de maisons de retraite ou de seigneuriales dans le lieu qui viennent voir du jeune public, ben, le jeune public leur parle parce qu'on les accompagne aussi dans les propositions qu'on fait. C'est un lieu qui est dédié à la création. Les compagnies viennent chez nous en création 2 semaines et jouent en contrepartie 2 dates chez nous en co-réalisation et peuvent déployer ensuite leur spectacle en diffusion sur les lieux, déjà en invitant des professionnels dans notre lieu, mais aussi en réseautant avec les autres partenaires avec lesquels on travaille. Et vous avez une diffusion, il y a combien de compagnies qui viennent chez vous par an? Une vingtaine de compagnies par an. Il y a 10 compagnies qui jouent chez nous en règle générale et 10 compagnies qui sont en création sur la saison précédente à N-1 et qui sont programmées sur la saison suivante. Et la danse jeune public aussi a cet aspect non verbal très physique et très visuel et corporel qui permet aussi l'accessibilité, puisque quand on n'a pas de mots, quand on les entend pas, quand on a des restrictions cognitives,
on a la possibilité de comprendre aussi certaines choses par le biais du non-verbal, par le biais de la musique, par le biais du visuel, que permettent pas, par exemple, des textes trop complexes. C'est pour ça qu'il y a des compagnies ou des associations, dont Falk en scène, par exemple, qui commencent à démocratiser certaines pièces classiques, euh, comme Matt Cadanet, par exemple, qui travaille là-dedans et qui fait ce travail-là, pour essayer de retranscrire ces pièces-là dans un langage facile à lire et à comprendre, tout en gardant la sève de ces classiques-là, que ce soit l'alexandrin ou les jolis mots, mais pour les rendre accessibles au plus grand public, que ce soit aux enfants qui ne vont pas savoir ce que veulent dire certains mots en vieux français, par exemple, mais qu'on va adapter pour garder la sève de la pièce et la plume de l'auteur, mais pour qu'elle reste quand même accessible au public fragile et aux enfants. Et est-ce Donc, qu'il y a un réseau des scènes qui s'adressent au handicap? oui, bah, il y a beaucoup de lieux qui sont dédiés au handicap. Est-ce que vous avez un réseau Alors, national? il Est-ce qu'il y y a des réflexions communes qui sont portées sur cet endroit? Alors, il y a plein de réflexions communes qui sont portées sur cet endroit. Il y a déjà le festival Imago en Île-de-France qui s'occupe de mettre en avant les artistes en situation de handicap et les spectacles qui sont très accompagnés en termes d'outils d'accessibilité et de compagnies qui déploient certains sujets sur le sujet du handicap. Il y a beaucoup de lieux qui ne travaillent pas suffisamment collégialement, d'ailleurs, parce qu'ils n'en ont pas forcément la possibilité et les compétences et les possibilités aussi financières, parce que de travailler en réseau et de déployer, de déplacer des équipes, ça coûte de l'argent, et que quand vous avez un lieu qui est dédié à la culture et au handicap, vous êtes un peu le cheval à deux pieds boiteux. Vous êtes la culture, qui est quand même un endroit assez fragile, et le handicap, qui est un endroit encore plus fragile. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais oui, ces réseaux-là existent et en tout cas, ils ont beaucoup de marge de développement encore. Et on y travaille, mais c'est un travail de longue haleine et c'est un travail qui est en train de se faire petit à petit. Oui, il n'y a pas de structuration, Il y a de de la fait. communication, il y a des structurations, il y a des rendez-vous Mhm. annuels, mais voilà, ça Et mérite par exemple, encore vous d'être avez développé. un interlocuteur au sein du ministère par rapport à ces sujets-là? Le pôle arrêt handicap, oui, nous aussi, on a un interlocuteur. Comme on accueille des compagnies en situation de handicap et qu'on déploie aussi le travail de la troupe en situation de handicap, je dois vous avouer que c'est beaucoup de travail déjà juste pour nous de faire ça. Donc, on est accompagné par la région sur le lieu, on est accompagné par la DRAC aussi pour l'accueil de résidences de création. Mais il y a encore beaucoup à déployer, à mettre en contact sur ce lieu-là. Ouais. Et pourquoi ce choix de prendre un lieu si la compagnie elle tournait et tout ça? Quel était l'intérêt pour vous en tant que compagnie? Déjà, on est venu nous chercher. Mhm. Au départ, égoïstement, on s'est aussi dit que c'était un outil d'avoir un théâtre de façon très logistique. Nous, en 2017, on a un lien très sensible avec ce lieu-là. Ça a été un lieu qui était hyper important pour nous dans la construction de notre compagnie, puisqu'on a créé les yeux de Taki là-bas. Donc on connaissait les travailleurs et travailleuses du lieu. L'aspect humain de ce lieu-là est très fort. C'est un endroit protégé, donc où on protège les travailleurs de la fatigabilité, voilà, où on prend soin. Voilà. Et nous, quand on y allait créer en tant qu'artistes, on a eu le sentiment qu'on prenait soin de nous. Donc c'est un lieu qui nous a touchés. Quand Richard Le Tertre est venu nous chercher en nous demandant est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, on a beaucoup hésité. Parce que d'abord, vous avez la petite lanterne qui s'allume en disant tiens, c'est un outil intéressant pour avoir 3 semaines de résidence. Et en fait, on n'a pas eu 3 semaines de résidence depuis qu'on est en direction là-bas parce que on n'est plus le centre de cet endroit-là. Ce qui est important pour nous maintenant d'être là-bas, et c'est pour ça qu'on a mis autant de temps, on a mis presque 4 mois avant de prendre notre décision, c'était un lieu qui était dédié aux travailleurs, où la troupe en situation de handicap était hyper importante et centrale, et que ce qu'on allait pouvoir nous déployer pour mettre en lumière les créations qui se font sur le territoire était aussi importante pour nous. Il y a beaucoup de compagnies émergentes qui viennent et qui se retrouvent dans la situation dans laquelle on était il y a 10 ans, même plus que ça maintenant, le temps passe.
Cet accompagnement-là, pour nous, il est aussi intéressant. La création, c'est une aventure, c'est un parcours. C'est quand les gens viennent voir une création, vous choisissez sur une rencontre, sur un dossier, sur l'humain aussi. Et vous n'êtes jamais assuré que le parcours de création de ces compagnies arrive à l'endroit où ils voulaient ou à l'endroit qui vous a fait rêver quand ils vous l'ont présenté. Un parcours de création, c'est chaotique, ça a ses découvertes, ses trésors, ça a aussi ses embûches. Donc parfois, le spectacle qui arrive en création a encore beaucoup de progrès à faire et parfois, vous avez une surprise absolument extraordinaire. Donc nous aussi, auprès de nos publics, on met ce processus de création-là en avant. Faire de la création, c'est compliqué. Vous avez des grands moments de désarroi, des grands moments de désespoir, des grands moments de joie aussi. Et on essaie d'accompagner ça au mieux parce qu'on sait ce que c'est aussi en tant que compagnie. Et je pense que c'est pour ça aussi que Richard est venu nous chercher, parce que en plus, et on est là aussi pour parler de marionnette, la marionnette, c'est très laborieux. Ça prend énormément de temps. Et quand on revient au plateau en tant qu'acteur, sans marionnette et sans objet, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'on est libre à pas penser. Et en même temps, on finit par avoir une vraie conscience de l'intérieur et de l'extérieur, de ce que l'image a besoin, de ce qui résiste aussi dans l'image. Et tous les acteurs du monde, et les actrices bien évidemment du monde entier, devraient, dès leur formation, pratiquer la marionnette, parce que c'est une distance qui demande immensément d'humilité, qui manque beaucoup dans le milieu du spectacle en règle générale, et qui demande beaucoup d'attention, de précaution, de prendre soin pour donner de la vie en permanence à un objet. Alors parfois c'est en courant alternatif et le marionnettiste est là pour à chaque moment insuffler la vie et cette attention particulière qui est portée à la marionnette pour donner vie à un objet en permanence qui n'est pas soi, ben, c'est un acte qui est absolument merveilleux. Et c'est ça, je trouve, qui crée, en particulier chez les adultes, quand ils voient de la marionnette, une émotion qui est indéfinissable, qu'on n'arrive pas vraiment dont on n'arrive pas à identifier l'endroit dans son propre corps quand on est spectateur. Moi, c'est les spectacles qui m'ont le plus bouleversé et j'ai mis du temps avant de mettre des mots dessus. Et je pense que c'est ça, c'est le lien qui tisse les marionnettistes avec leur objet et qui leur demande en permanence de tenir ce vivant là, avec parfois beaucoup de maladresse, parce que la marionnette aussi, on le sait, parfois elle n'a pas du tout envie de faire ce qu'on lui dit de faire, qu'elle a ses résistances, elle a ses contraintes, que chaque marionnette et chaque objet ont leurs propres contraintes dont on apprend à faire avec pendant la création. Vous faites une marionnette Bunraku, une marionnette portée par un facteur et une autre factrice, ou une factrice et un autre facteur, vous allez voir que les marionnettes, elles vont avoir leurs contraintes. Et ce que vous pensez, oh, j'ai déjà fait de la marionnette Bunraku, celle-là, elle va être facile. Ah ben non, elle a les mollets un peu trop grands, et puis elle plie pas bien le genou. Et ben, est-ce qu'on l'amène à l'atelier pour la faire réparer, pour la forcer à faire ce qu'on voudrait qu'elle fasse, ou est-ce que le fait qu'elle soit comme ça n'est pas plus intéressant dans la diversité de la forme proposée et de faire avec cette contrainte-là et qui va amener à la marionnette sa particularité. Et ça, c'est voilà, c'est hyper beau en marionnette, mais ça demande, c'est très laborieux, voilà. C'est du travail de séquençage, c'est presque de la motion picture quand on travaille en création, c'est de se dire tiens, de poser la marionnette, de ramener au corps, tiens, comment on s'abaisse, comment on s'accroupit, parce que nous on le fait tous les jours, ça on n'y pense plus, mais quand on le fait faire à une marionnette, on est vraiment obligé d'y penser, ah merde, c'est vrai, on met le pied comme ça, ah bon, ah bah non, là tu lui fais mal à la cheville, donc c'est hyper intéressant de toujours revenir à soi au profit de quelque chose d'extérieur. Voilà. Et quand tu dis nous, la compagnie, c'est qui que tu considères la compagnie? C'est tous les gens qui travaillent avec nous. C'est il y a des Anna. postes, oui, il y a des postes Alors, fixes, vous êtes tous intermittents au non, niveau de la on n'est pas structuration. tous intermittents. Notre administrateur est contrôleur aérien, par exemple. Donc, il est bénévole dans la compagnie. D'accord.
Anna Elguez, qui est à l'origine de la compagnie avec moi. Moi, j'ai créé la structure et puis Anna, elle est rentrée après dans nos vies et est de suite devenue un élément très fort. Et on est tous les deux à diriger cette compagnie maintenant et on co-dirige avec la compagnie le théâtre Ridis ensemble. Euh, donc ça, c'est le noyau dur. On est un trio qui fonctionnons très bien ensemble. Et ensuite, il y a les gens qu'on a rencontrés dans nos vies d'acteurs avant, qui font partie de la compagnie. Nadja Mer, qui est un pilier de la compagnie, qui a travaillé 10 ans chez Fomenko, qui est parti en Russie travailler. Donc il travaillait dans une grosse structure avec un grand metteur en scène en langue russe et qui est revenue en France et avec laquelle on a travaillé quand elle est revenue. Sarah Vermande, que j'ai rencontrée sur un Antoine et Cléopâtre quand j'étais plus jeune acteur maintenant, puisque j'ai 50 ans. On est resté en contact toujours. On a travaillé sur plusieurs projets, et dont des projets qui ont été créés par la compagnie et qui ont été aussi mis en scène par Jason et Emmanuel Slimane. À un moment, Les Muses orphelines de Michel-Marc Bouchard, où on jouait une famille. Camille Blouet, qui a été aussi une connaissance, où on s'est rencontrés sur le Tour de France, où on faisait la caravane publicitaire, qui est une comédienne qui a fait Le Coq, et avec laquelle on a commencé à travailler de suite. Donc elle vient aussi du théâtre physique et corporel. Et voilà, donc ça c'est vraiment le noyau dur des gens qui travaillent sur Taki et sur Justirena. Et là, l'année prochaine, il y a trop de dates, donc on a refait des auditions pour doubler l'équipe et pour remplacer toute l'équipe, puisque les filles ne peuvent plus assurer les 2 spectacles. Donc on a auditionné des comédiens et comédiennes. Et là, Vous avez fait comment? Vous avez fait un appel? Vous avez fait... on a fait un appel à projet, un appel à audition sur le, Les projets prennent trop de place. oui, sur les réseaux sociaux. On a eu je sais pas, une petite centaine de candidatures que j'ai épluchées et j'ai sélectionné 24 profils. Et c'était quoi tes critères de sélection? Mes critères de sélection, Ou de il fallait des gens non-sélection? qui avaient déjà pratiqué la marionnette. Je ne pouvais pas, sur 2 semaines de reprise, avoir des gens qui étaient complètement novices dans le milieu marionnettique. Et normalement, c'est un spectacle qui est joué que par des femmes. Et j'ai ouvert et je me suis dit, bon, maintenant, ça peut, je pense, être aussi joué par des hommes. Donc j'ai ouvert aussi aux garçons pour venir. J'ai choisi des gens dont le CV me parlait, qui avaient travaillé avec des gens dont j'estimais le travail, qui m'avaient envoyé une vidéo de présentation qui m'ont séduite aussi humainement. Voilà, j'ai demandé une vidéo de présentation qui était peu formelle et assez courte parce que j'avais besoin de, de sentir la personne aussi que j'ai devant moi. Et j'ai fait des séances de travail. Je n'ai pas fait une audition. J'avais besoin aussi que les gens n'aient pas l'impression d'oublier une petite part d'eux quelque part, mais qui gagnent aussi dans le travail qu'on allait faire ensemble, la possibilité d'explorer une forme marionnettique qu'ils ne connaissaient pas ou de faire une rencontre de trio. Et je les ai vus en trio, à chaque fois j'ai constitué des trios et j'ai fait 2 heures et demie ou 3 heures de travail avec chaque trio. Et de ces trios-là, j'ai gardé 3 personnes qui me semblaient être un trio qui fonctionnait bien ensemble et qui étaient 2 dans un trio et un dans un autre trio. Donc j'ai pas pris 3 personnes du même trio, par exemple. Donc j'ai Mais ils fait sont 4 au plateau? dans Taki, Ah, elles c'est sont dans 3 Taki, c'est pour au Taki ça. départ. Ça, Et c'est là, pour Taki. Irena, l'équipe reste, c'est ça? Oui. Et comme elle tourne beaucoup la saison prochaine, Oui, c'est je ça, voulais le qu'elles Taki. puissent garder leurs enfants et leur vie familiale quand même. Donc on a décidé de les dédouaner d'un spectacle pour qu'elles puissent aussi avoir des moments aussi de vie de famille et puis de pouvoir agencer Comment vous gérez leur ça, vous, en tant planning. que compagnie, la vie de famille des interprètes? Par exemple, sur Irena, on a décidé de ne diffuser que sur certaines périodes. Donc on a bloqué des périodes dans le planning annuel qui permettaient de diffuser sur ce planning-là et qui permettaient aux filles d'avoir des espaces de vacances scolaires, des espaces de vie et d'organisation avec leur famille. Voilà. Et ça, comment ça se passe, le fait d'être patron de ta compagnie, d'être responsable de ça? Je ne gère pas les plannings. C'est pas toi qui gères les Non, plannings. c'est pas moi qui me charge de ça. Et est-ce Moi, que je ça se gère passe bien au l'artiste. niveau de la compagnie, justement le passage de plein de dates d'un coup, comment ça s'est géré?
C'est très enthousiasmant. Je veux dire, nous, on est hyper heureux et tout le monde était hyper heureux. Après, il y a les angoisses de la vie de chacun et puis parce que voilà, être loin de chez soi pendant longtemps, pas voir son enfant. Donc, il y a des dates sur lesquelles les enfants peuvent venir parce qu'ils sont à proximité. Il y a des arrangements qui sont possibles aussi au coup par coup et en fonction des profils. Et qui gère ça, par exemple, tous ces côtés logistiques, si c'est pas toi? C'est l'administrateur. Le contrôleur aérien. Exactement, qui est administrateur de tournée, qui a vraiment un cerveau paramétré pour ça. Oui, Moi, parce je que du suis coup, il peut faire le contrôle aérien, c'est un peu pareil. C'est ça, exactement. C'est un même métier Et finalement. puis, il va vite. Il va Comme vite, les avions. voilà. Voilà, il a un cerveau paramétré pour ça. Et je pense que les études de mathématiques lui ont permis d'avoir déjà, il gère le stress et les angoisses que moi, j'ai pas à gérer. Et vraiment, c'est une bonne chose. Voilà, cette histoire de planning et d'utilisation, il y a une très belle communication entre eux. Ils s'organisent entre eux. Et puis, je suis même très absent de ça. Je suis très protégé par ça. Parce que quand vous avez un spectacle qui tourne et des comédiens et des comédiennes qui commencent à vous dire « Ah non, mais moi je suis pas dispo », non, mais vous devenez fou ou folle. Tous les metteurs en scène vivent ça parce que c'est frustrant de voir son spectacle qui peut pas être diffusé parce qu'il y a des indisponibilités. Et malheureusement, ça fait aussi partie du jeu des acteurs et des actrices, d'avoir la possibilité de travailler ailleurs. Et comment vous avez trouvé cette perle rare alors, de bénévole, administrateur bénévole qui fait du contrôle aérien? Eh bien, il est dans ma vie depuis 25 ans, c'est mon conjoint. D'accord. Donc voilà, c'est pas simple de travailler en couple parfois, mais on a mis 25 ans pour arriver à équaliser ça et maintenant ça se passe plutôt bien. C'est un soutien familial interne. Ben, on est vraiment une famille, hein. Ouais. Anaëlle, c'est une sœur adoptive. Les comédiennes, les 3 autres comédiennes sont mes frangines aussi d'une certaine manière. On se connaît tous depuis très longtemps, on sait comment on fonctionne, on s'appréhende bien, on sait quand il y en a un ou une qui est contrarié, on sait pour quelle raison sans avoir de mots à se dire. On se parle beaucoup, voilà. Mais tout se passe assez bien, quoi. Et au sein de la structure, vous faites des actions culturelles. Est-ce que les comédiennes, par exemple, interprètes, elles travaillent aussi dans le théâtre dans la... Elles interviennent sur les spectacles sur lesquels on tourne. Oui, mais pas dans la direction artistique du lieu. Non, Ça, c'est vraiment votre noyau. c'est les 3 qui gèrent Paname Pilotis qui géreront cette direction-là. Et Et au niveau de la charge de travail journalière, est-ce que tu saurais dire combien de temps tu travailles par jour? Un ordre moi, je suis un d'idée? sprinter, hein, je suis pas un marathonien. Jason, c'est un marathonien. Voilà, il arrive à être très organisé et à travailler sur des plages moi, je vais travailler sur des grosses périodes et à des moments aussi en tant que créateur, moi, j'ai besoin de périodes d'ennui. J'ai besoin d'espace aussi pour rêver à ce que je vais faire après. Et on se répartit aussi le travail. Anaëlle, elle va travailler sur l'organisation des gros projets du théâtre, par exemple, les présentations de saison, les 40 ans du théâtre. C'est elle qui va se charger de ça. Nous, on va travailler avec Jason et notre adjointe artistique qui, elle, fait partie du Théâtre Eurydice, Aurélie Vervuren, qui va s'occuper de l'action culturelle. Les projets artistiques d'action culturelle, c'est moi qui les crée. Mais après, tout l'organisationnel et l'interface avec les lycées, les écoles, les collèges, c'est eux qui vont s'en charger. Sur les présentations de saison, moi, je peux intervenir dans les établissements scolaires pour aller présenter la saison du lieu. On a moi, j'ai 3 jours de présentiel sur le lieu, en règle générale, par semaine. Le reste du temps, je travaille à la maison, je travaille en visio, je rencontre les compagnies avec Anaëlle, on choisit les projets, on organise la saison, je trouve les intervenants qui vont intervenir auprès de la troupe professionnelle Eurydice, je trouve les directeurs de projet, directrices de projet qui vont intervenir pour créer des projets professionnels avec eux. Voilà, ça n'a pas forcément à voir avec des projets marionnettiques d'ailleurs sur cette troupe en situation de handicap. Barbara Lamballet, Gaëlle Herman ont travaillé avec elle sur de beaux projets cette saison. L'année prochaine, il va y avoir la Halle Roubleau par exemple qui monte un projet avec eux sur un texte de Simon Grandjat. Donc ils vont intervenir sur 2 premières semaines avec eux pour créer un spectacle jeune public avec du théâtre de papier.
Donc ça va être une première aussi pour la troupe Eurydice de travailler la marionnette et le théâtre de papier en particulier. Donc on crée des partenariats avec la Halle Roublot et le théâtre Eurydice. Ça fait partie du réseau dont on se parlait tout à l'heure, Oui. qui permet de créer aussi des liens et d'avoir quand même des lieux partenaires aussi qui sont intéressés par ces publics fragiles et puis par ces créateurs qui permettent de diffuser aussi euh, des spectacles accessibles et personnes en situation de handicap et de rendre aussi visibles ces artistes-là, quoi. J'aimerais qu'on parle un peu du réseau, vu que vous avez tourné beaucoup dans les théâtres de France, que tu nous parles un peu du réseau français de la diffusion, jeune public, marionnettes. Est-ce que tu as un regard là-dessus? Nous, on diffuse dans tous les endroits qui peuvent nous accueillir techniquement. On a un réseau de scène nationale qui est assez fragile dans la diffusion de nos spectacles, mais qui existe. On est plutôt dans des salles municipales, en règle générale, et, euh, et on travaille très peu en diffusion sur Paris, par exemple. On est beaucoup en Île-de-France, mais on n'a jamais diffusé nos spectacles en région parisienne, sur la ville de Paris. Et ça, c'est dû à quoi, par exemple, pour toi? Bah, déjà parce qu'on fait des Avignon et que nous, diffuser à Avignon nous permet d'avoir une belle diffusion de compagnie. Après, être à Paris, ça demande des investissements financiers qui sont très lourds. Et puis ça demande d'avoir des structures d'accueil qui accueillent du jeune public et il n'y en a pas beaucoup à Paris. Il y en a beaucoup, mais pas de gros plateaux dont nous on a besoin avec pas mal de techniques. Mais je ne pourrais pas vraiment expliquer pourquoi. Ça serait plutôt le réseau des théâtres privés qui pourrait nous accueillir à l'endroit où on est, je pense. Et ça, c'est pas fait pour l'instant. L'année prochaine, Taki sera au Théâtre Paris Plaine, donc ça, on est très content pendant 15 jours. C'est Marion Dufranc qui nous accueille. On est ravis de. C'est la première fois que Taki va être joué à Paris. Donc, il a beaucoup été joué partout en France et même à l'étranger. Il a été joué en. Que je dise pas de bêtises. En Tunisie. Au Maroc. Il a été joué à l'île de la Réunion. Il va Ça, être c'est joué la en France. Suisse. Ça, c'est la France. Mais on a pris l'avion Oui. pour partir. Il a été joué il va être joué en Suisse cette année. J'essaie de me souvenir. Hein, ça fait 500 dates. Et puis voilà, mais c'est aller jouer à l'étranger pour nous, c'est des spectacles verbaux, ça parle beaucoup, donc ils sont pas surtitrés, donc c'est compliqué. Puis c'est des spectacles qui sont très lourds aussi techniquement en termes de décor, donc ça coûte beaucoup d'argent aussi de déplacer les spectacles, donc voilà. Et est-ce que tu as comme interlocuteur les directrices et les directeurs de théâtre? Oui, bien sûr, c'est pas moi qui m'en charge, c'est surtout Tina qui est en lien avec eux. Moi, je les rencontre quand je me déplace sur les spectacles, quand je vais voir les représentations, et puis je commence à les connaître aussi parce que je dirige un lieu, et puis parce que je les côtoie, et puis parce que je les rencontre aussi quand je me charge de faire la billetterie, entre autres à Avignon, par exemple. Et est-ce que Je tu vois vois les cours. une évolution de ce milieu des directeurs et directrices de théâtre au niveau esthétique, au niveau des choix des personnes Non, je pense que tous les directeurs et directrices de lieux ont des visions esthétiques et des partis pris esthétiques assez différents. Il y a, je ne pourrais pas dire celui-ci il est comme ci, celle-ci elle est comme ça. Et au Non, niveau non. du milieu de la marionnette en général, par exemple les centres nationaux de la marionnette, est-ce qu'ils se sont intéressés à ta compagnie? Est-ce que tu as eu des demandes Non, pour des... on est plutôt en marge du milieu marionnettique. Nous, on est plutôt des formes hybrides. On vient du théâtre et on n'aime pas être cloisonné aussi dans des cases. Donc moi, je suis très open à la rencontre, mais j'ai pas le sentiment d'être plutôt identifié maintenant peut-être du milieu de la marionnette. Je sais pas, je saurais pas dire. Moi, je suis pas un, je suis, j'ai, je suis pas un comment on dit, un spécialiste de la marionnette. Je suis un apprenant. Je découvre la marionnette au fur et à mesure des créations que je travaille. J'adore les formes marionnettiques, mais si j'ai besoin d'une forme marionnettique, je vais l'essayer et je vais la travailler. Et je vais voir
ce qui marche pas, avec mon regard à moi, pour moi. Mais non, j'ai pas le. Bon, voilà, j'ai travaillé avec Philippe Gentil, donc pendant 9 semaines, j'ai fait un stage. Je suis allé glaner des outils en tant que créateur aussi marionnettique. Je vais voir beaucoup de marionnettes, mais on n'a pas joué à Charleville-Mézières, on n'a pas joué au Théâtre Mouffetard, par exemple. Est-ce que est-ce que vous avez fait des démarches ma question c'est est-ce Oui, que ils sont invités pour venir oui, c'est découvrir ça. notre travail et si ça s'est fait, alors est-ce qu'ils sont venus, est-ce qu'ils ne sont pas venus, je ne pourrais pas le dire. Est-ce que ils ont apprécié les spectacles ou pas, je ne saurais pas le dire non plus. Il se trouve que l'opportunité s'est pas présentée, c'est absolument sans aigreur parce que on est une compagnie qui travaillons très bien et que Oui, oui. pour nous, la marionnette ne concerne pas que les lieux identifiés marionnettes et que les marionnettistes. Au contraire, on est plutôt une compagnie militante qui voulons démocratiser la marionnette à tous les publics, et en particulier au public adulte, même si nos spectacles sont jeunesse, on veut que les adultes viennent voir nos spectacles jeunesse, et on veut que les adultes soient émus par la marionnette et se disent que ben, la marionnette, ça ne concerne pas que les enfants. Et ça n'est pas que du théâtre guignol, et ça n'est pas que des formes très identifiées marionnettiques. Ça peut être un moment marionnettique dans un spectacle qui vous gifle, qui vous bouleverse, et une image dont vous garderez la trace un long moment. Moi, voilà, c'est ça que j'aime défendre en marionnette. Mais voilà, j'adore le milieu de la marionnette, j'adore le milieu du théâtre, j'adore la danse. Et pour t'inspirer de la marionnette, tu vas voir des spectacles de marionnettes. Comment, par exemple, tu utilises beaucoup de formes. On vient de voir la juste Irena. Il y a beaucoup de formes marionnettiques différentes. L'ombre, la marionnette portée, la marionnette sur table ou un peu bunraku. Comment tu t'inspires de ces choses-là? Est-ce que tu fais appel à des facteurs? Tu as des idées dans la tête? Ça se passe comment Bah, sur la conception d'Irena, j'avais des idées dans la tête, donc on a essayé beaucoup de choses avec du carton au début. On a vraiment souvent l'air d'un con quand on débute un spectacle de marionnettes, parce que très souvent, et ça j'entends ça de toutes les compagnies marionnettiques, qui disent il nous manque un truc, on est allé le chercher dans la poubelle. On va chercher un truc dans la poubelle et on essaye quelque chose avec il y a vraiment un truc de l'artisanat que nous on adore au départ, donc c'est du carton, c'est des cutters, c'est du papier, c'est des bouts de bois, ça va être n'importe Et toi, quoi. tu fais partie de cette phase d'exploration? Bien Tu sûr, mets les mains à la pâte. moi, c'est mes moments préférés. Alors là, sur Irena, j'avais une vision assez claire de ce que j'avais envie de développer. Par exemple, à Naël, on a beaucoup parlé de ce spectacle ensemble, et elle est partie faire un stage avec Natacha Belova. Et donc, elle est partie se former, elle est revenue avec cet apprentissage-là pour créer les marionnettes hybrides d'Irena. Donc, elle est revenue avec un savoir-faire supplémentaire pour la compagnie. On fonctionne comme ça. On va chercher de l'outillage, on revient, on l'exploite dans nos spectacles, on essaie de le retravailler, de le patiner avec notre sauce, d'essayer aussi de trouver des choses dans ces formes-là qui peuvent être intéressantes pour la proposition et la dramaturgie du spectacle. Et Julie Coffinière, c'est une factrice de marionnettes et une plasticienne et costumière avec laquelle j'avais travaillé en tant qu'acteur dans un autre spectacle, dans le livre de la jungle. Et il y a 8 ans de ça, je lui avais dit, tu sais Julie, j'adore ce que tu fais, on retravaillera ensemble. Et quand je suis venu lui proposer Irena, elle m'a dit, tu sais que tu es le seul à avoir respecté ta promesse et à être venu me chercher 8 ans après, alors que tu m'avais dit qu'on allait retravailler ensemble. Elle me dit, ça a pris 8 ans, mais Peut-être que les autres, ça prendra plus de mais bien temps. sûr, ça ne veut pas dire que. Mais c'est la première fois que ça lui arrivait, qu'on se dise qu'on retravaillera ensemble et qu'effectivement ça arrive. Parce que Julie est une factrice de marionnettes absolument hallucinante et qui a elle-même, dans ce spectacle-là, mis, pas à mal, mais mis son ouvrage à nouveau sur la table. C'est-à-dire qu'elle s'est dit, tiens, ça je ne sais pas faire. Elle a fait des recherches. Elle est partie glaner de l'information, elle a fait des tentatives, elle a fait des prototypes qu'on a essayés, des choses marchaient, des choses marchaient pas, elle est repartie, elle a travaillé, elle a changé des matières. C'est un vrai travail de labeur et sur scène, mais aussi en atelier, quoi, hein. Les facteurs et factrices de marionnettes font un travail hallucinant dans l'imaginaire en termes de recherche de matériaux, recherche de mécanique, recherche de Francesca Testi, pour qui elle n'avait jamais créé une marionnette qui ouvrait les yeux, par exemple.
Donc elle a dû aller chercher dans des vieux livres une mécanique pour ouvrir les yeux, créer elle-même sa propre façon d'imaginer les choses. Tiens, elle n'avait pas ça. Tiens, si je mettais un domino d'électricien pour remplacer la mécanique qui est faite en bois. Et donc il y a aussi beaucoup de trouvailles et d'imaginaire dans la manière dont on construit une marionnette. Et, Et ce temps de construction, toi, tu respectes ça dans la création, ça fait partie, tu le prévois dans la création? bah, il est balisé dans un planning en gros, mais c'est assez difficile de l'anticiper pour moi. Parce que Vous faites combien de créations? C'est tous les combien de temps Oh que là vous créez là, des moi spectacles? je suis lent. Là, ça a mis 5 ans après Taki avant que je puisse commencer à créer autre chose. Je suis très lent dans ma Mais manière si les spectacles diffusent, il n'y a pas de... d'infuser. Oui, c'est super, c'est tout le mal que je nous souhaite, mais on n'est jamais à l'abri qu'un spectacle ne soit pas diffusé ou qu'une thématique ne plaise pas ou que... euh, moi j'ai l'impression, en tout cas en France, d'une culture où l'échec n'est pas un apprentissage, où l'échec est souvent valorisé comme un échec, alors que dans le milieu de la marionnette, je trouve que c'est un endroit tellement laborieux du travail que euh, l'échec ou le moment où on se pète la gueule, ou c'est ça que j'aime bien quand j'aime travailler en famille, c'est que nous on arrive, on va travailler de 8h à 22h, si voilà, on est censé travailler, s'arrêter à 19h, et puis là il se passe des trucs et tout le monde est content du travail, on continue quoi. Et puis on fait de la merde parfois, et on est content de faire de la merde ensemble, et c'est super, parce que c'est le moment de la création et qu'on est aussi là pour ça. Mais ça marche pas, on en rit, et le lendemain, on arrive en disant, bon, ça passe à la benne, on cherche autre chose. Et, euh, et ça fait partie du processus de création, mais l'anticipation pour moi est assez complexe. Donc pour ça, je suis accompagné d'un administrateur qui va me dire non, là, il y a un budget, tu peux pas aller au-delà. Donc si tu veux tes 2 semaines de création là et là, s'il te faut tant de temps pour phosphorer et pour travailler avec Julie, avec Anaël, il faut qu'il soit prévu dans le temps de création. Donc parfois il arrive avant, et parfois je dis bon ben là j'ai bien phosphoré pendant 2 semaines, je suis 2 semaines en avance, est-ce qu'on peut décaler un peu ça? Donc les gens me disent je suis dispo, je suis pas dispo. Voilà, c'est un peu un casse-tête comme ça en permanence. Mais sur Irena, on a eu en gros 13 semaines de création, sans compter les moments de création à l'atelier. 13 semaines de création au plateau. Et avec des aléas, avec un morceau de décor qui n'est pas livré à temps, et donc dont on va faire, qui va devenir une occasion en fait, parce que ça a créé aussi toute la mobilité et la manipulation du décor. Sinon en fait mon idée de départ qui était un décor figé était une mauvaise idée. Pas une mauvaise idée, c'était une idée. Mais c'était une idée qui aurait figé le spectacle. Et le fait de n'avoir que 2 panneaux roulants, j'ai décidé de ne pas faire comme si cet espace-là qui devait être livré existait. J'ai dit il n'existe pas, donc pour l'instant on va travailler sans cet espace-là et avec ce qu'on a. Et ces deux panneaux qui ont commencé à être extrêmement mobiles nous ont amené l'instabilité du monde dans lequel est Irena à ce moment-là de l'histoire, le fait de pouvoir voyager entre 2 espaces différents, 2 temporalités différentes, l'envers du décor qui est devenu le cachet, l'endroit où, derrière les murs, qu'est-ce qui se passe derrière les murs à cette époque-là, dans la lumière tamisée des chuchotements de la guerre. Donc tout Mais ça, ça, c'était pas prévu en amont de la création, ça non, s'est construit pendant. ça s'est construit pendant la création. C'est pour ça que je pense qu'il faut faire avec ce qui est, et pas avec ce qui devait être ou ce qui pourrait être. Il faut travailler dans l'artisanat, mais c'est pas simple, parce que ça, c'est des choses qu'on ne peut pas anticiper. Et souvent, si on est rigide sur une idée qu'on a eue, parfois, le plateau, le seul endroit de la vérité, c'est le plateau. C'est vraiment le seul endroit de la vérité. Et moi, ce que j'aime quand je dirige aussi les acteurs et les actrices au plateau avec des marionnettes, c'est ce qui n'est pas le même cas avec les acteurs et les actrices en chair, qui ont beaucoup plus d'ego, parce que quand vous vous adressez à un acteur ou une actrice, c'est pour ça que j'aime bien m'adresser à leur personnage, ça j'ai mis du temps à le comprendre. Je m'adresse aux marionnettes, je ne m'adresse pas aux acteurs.
J'essaie, ça m'arrive hein, des fois hein, de mordre le trait, hein, mais parce que c'est plus facile pour la marionnette d'entendre ce qu'elle a à faire. Et l'acteur derrière est protégé d'une certaine manière. C'est pas l'acteur qui a mal fait ou l'actrice qui a mal fait. C'est la marionnette qui fait pas ce qu'elle doit faire. Donc il faut qu'elle dise à l'acteur derrière, s'il te plaît, de l'aider à faire ce qu'elle a à faire. Et ça amène une détente aussi dans la manière de travailler, dans quelque chose qui est déjà assez rigoureux. Et puis la marionnette, physiquement, ça amène des tendinites, ça amène, il faut aussi des espaces de repos, ce que j'ai du mal encore à mettre en place parce que je suis un staccanoviste et c'est vrai que moi j'adore le travail et quand je suis pris dans le travail, je travaille et puis que j'ai des comédiens et comédiennes qui travaillent, qui sont là, quoi, qui ont envie, qui sont... et donc parfois il faut qu'on s'arrête aussi pour reposer les corps, reposer les bras, voilà. Et quand on a une tendinite, c'est comme quand on est violoncelliste et qu'on commence à avoir une tendinite au coude, eh ben, ça devient compliqué de jouer du violon. Donc aussi, il faut prendre ça en considération. Et la fatigabilité, elle fait aussi écho à la fatigabilité de l'accessibilité et du milieu du handicap, à la fatigabilité de l'attention de l'enfance aussi. Comment on paramètre un spectacle pour les enfants? Comment on le cadre pour que les enfants soient attentifs tout le temps ou pris tout le temps? Les enfants, ça va très vite dans leur tête aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut des formes visuelles qui les happent à plein d'endroits et c'est un public qui est très exigeant. C'est aussi ça qui est beau dans le jeune public et dans l'enfance. C'est que si il pardonne pas, ce public-là, il est très franc. Il n'est pas méchant. Il est très franc dans sa manière. Et dans dans le milieu du handicap et dans les spectateurs en situation de handicap. Alors je parle du handicap en général, bien évidemment, il y a plein de handicaps différents, il y a plein voilà, les déficients visuels vont pas être les mêmes que les malentendants ou que les déficients cognitifs ou que le handicap psy, enfin tout, le TSA, mais il y a quand même je trouve une libre parole qui, pour nous, en création, par exemple, a été essentielle. Quand on a fait la création au Théâtre Ridis, les travailleurs du lieu qui sont venus voir le spectacle nous ont dit des choses sur leurs ressentis qui ont clairement axé notre création ailleurs, qui nous ont permis à des moments d'amener le spectacle un peu ailleurs et qui a été très riche dans l'apprentissage artistique de, de cet échange-là et de cette discussion. Et j'aime bien dire aussi que, et c'est ça qui est pour moi encore difficile à comprendre, parce que je suis artiste, je suis metteur en scène, je, je pense qu'on est un peu de tout à la fois, mais on est surtout humain et c'est un voyage, une création. Moi, j'adore ce moment de la création. Le moment de la représentation, c'est vraiment un autre métier. En tant qu'acteur, j'adore turbiner, j'adore mettre les mains dans le cambouis, j'adore travailler, chercher la vérité, la justesse d'un moment. La représentation, c'est autre chose. Même en tant qu'acteur, j'aime bien jouer, mais c'est pas ce que j'affectionne le plus. J'adore répéter, travailler. Et j'aime bien dire qu'à un moment, le spectacle nous choisit. Et je le sens et je l'ai senti à chaque création. À un moment, c'est le spectacle vous amène ailleurs, à un endroit que vous n'avez pas, à anticiper. Et ça, c'est hyper beau, je trouve. Et c'est ce qui me fait me dire que j'aime bien monter des spectacles, c'est le moment où le spectacle, quelque chose qui est un peu intangible, bah, vous amène sur un chemin que vous n'aviez pas choisi, en fait. Donc c'est fort. Et donc du coup, c'est pas le spectacle, c'est tout le monde qui a participé à cette force de création-là et qui est en règle générale un peu, je trouve, c'est horrible parce que je vais dire des mots forts, mais qui est un peu sacré. Je trouve que les gens qui font du spectacle vivant sont un peu au service de quelque chose qui les dépasse. On doit être au service de quelque chose qui est plus grand que nous dans la transmission qu'on doit faire, surtout sur des sujets
le spectacle Justirena, mais même le sujet Les yeux de Taki, ce conte cosmogonique, là, il a été créé par une culture dont je ne suis pas et qui a inventé des images et des histoires pour expliquer la naissance du monde. C'est hyper beau comment on crée des images et comment on crée des histoires pour comprendre pourquoi on est EST. Ou pourquoi on est NAIT aussi, quoi. Mais, et pourquoi on meurt aussi souvent, parce que c'est tout ça est très... Mais voilà, je trouve que si on travaille là-dedans, si on travaille dans cette espèce de connexion qui peut parfois paraître un peu chelou, un peu onirique, un peu tellurique, ben, je trouve qu'on est souvent à un endroit intéressant du travail. Est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans la marionnette ou essayer de devenir metteur en scène de marionnette? Est-ce que tu as quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise quand tu as commencé à t'intéresser à ça? C'est dur parce qu'on a peur tout le temps. On est transi quand on est créateur. Est-ce qu'on va aimer? Est-ce qu'on va nous aimer? Ça parle que d'amour, hein, on parle que de ça quand on fait ce métier-là aussi. De ne pas avoir peur de ne pas être aimé. Mais c'est très dur. Et donc de faire. Parce que c'est en faisant qu'on... Et de faire et d'essayer d'être au plus juste de ce qu'on ressent dans ce qu'on propose. C'est-à-dire, est-ce que moi, en tant que spectateur de ce que je suis en train de faire, je suis emporté dans cette histoire-là, sur cette forme-là que je suis en train de créer. Mais pour ça, il faut faire. Et toi, tu aurais besoin qu'on te dise ça? Ouais. N'aie pas peur de ne pas être aimé. Tout va bien, c'est OK. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? C'est un espace de liberté. Est-ce que tu as quelque chose que tu as envie de dire au monde, à n'importe qui, au milieu de la marionnette qui nous écoute? Ouais, je trouve que c'est des métiers... c'est des métiers parfois violents, je trouve, les métiers du spectacle, alors qu'on développe plein de thématiques qui sont très humaines, où on parle de sentiments, où on apprend à être humain. Voilà, c'est ce que disait Jean Vilar, hein, le théâtre, c'est apprendre à être humain. Donc, voilà, j'aime bien penser qu'un jour, on pourra être dans un milieu culturel qui soit vraiment le plus humain possible dans toutes ces zones, dans tous ces espaces, dans toutes ces propositions. Et puis que l'expérience, on a l'impression, enfin en tout cas moi, hein, je vais parler que de moi, mais j'ai toujours le sentiment qu'elle me sert à rien. J'ai toujours le sentiment, quand j'arrive sur un nouveau projet, que je ne suis pas à la hauteur, que je ne vais pas y parvenir, que quand je joue, que je ne suis pas bon comédien, que je ne vais jamais trouver le personnage, que je ne vais pas être juste, que je vais... Voilà, j'aimerais bien à un moment qu'on puisse se dire qu'on a le droit de tout ça et qu'on continue à créer quand même, et que l'expérience, de toute façon, elle existe, mais qu'on ne peut pas forcément s'y reposer parce que chaque nouveau spectacle est comme une nouvelle vie, donc qui passe de l'enfance à l'adolescence, à l'âge adulte, à la vieillesse, et le spectacle meurt. Donc chaque nouveau spectacle est une nouvelle existence. Donc à chaque nouveau spectacle, qu'on soit comédien, metteur en scène, il faut réapprendre à marcher, réapprendre à respirer, réapprendre à être heureux, à pleurer, à se casser la gueule, à s'engueuler, à se faire mal, à avoir du succès, à avoir de l'apprentissage. Eh ben, Cédric Revolon, merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous deux, Anastasia et Léandre, pour votre temps. Les marionnettistes font comme ça. Les
Les programmatrices font comme ça. Les chargés de diff font comme ça.